Et notre invité ce matin, c'est François Hesbourg. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de ce livre, on va le voir, Le suicide de l'Amérique. C'est aux éditions Odile Jacob. On va évidemment parler de l'actualité avec vous, actualité internationale ces dernières heures. C'est l'Iran qui a donc reconnu avoir arrêté hier le jeune cycliste franco-allemand Lénard Monterlos. Est-ce que aujourd'hui les ressortissants français sont une cible particulière du régime iranien ? Oui, c'est pas une nouveauté. Ça fait quand même un certain nombre d'années que de temps en temps, les Iraniens prélèvent au passage un otage ou deux, parce que ça peut toujours servir. Et comme il y a quelques contentieux qui peuvent exister entre la France et l'Iran, c'est toujours bon à prendre. Du coup, ça fait 3 otages français aux mains du régime iranien. Ah, oui, que peut faire Paris ? Que peut faire Paris ? Pas grand-chose. Faire des déclarations à côté de la plaque lorsque les portes de la prison où sont détenus les otages sautent parce que les Israéliens l'ont fait sauter en proteste contre l'action israélienne. Ça, c'est à côté de la plaque pour vous ? Oui, il semblerait que lorsqu'on fait sauter les portes des prisons des otages, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Ou alors vous préférez vraiment qu'on les garde enfermés ? Donc pour vous, le Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot, puisque c'est lui qui avait fait ces déclarations, a fait une erreur ? Vous me demandiez ce que peut faire Paris en pareil cas, je vous ai répondu, c'est ce que fait Paris. À chacun de juger si c'est intelligent ou pas. Mais à dire vrai, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Vous dites d'avoir des otages français, ça peut toujours servir. Quel est le but de l'Iran ? C'est quoi ? C'est un rapport de force avec la France et les Occidentaux en général ? Oui, bien entendu. Nous vivons dans un monde où tout est rapport de force. Demandez à M. Trump, demandez à M. Poutine, demandez à l'ayatollah Khamenei, demandez à M. Netanyahou, demandez à M. Xi Jinping. Aucune de ces personnes ne vit dans la merveilleuse bulle européenne. Mais ça veut dire que Donald Trump, il s'est trompé sur la nature du régime iranien ? Non. Je pense qu'il y a très peu de gens qui se fassent des illusions sur la nature du régime iranien et le fait que pour une fois il ne se trompe pas, je ne sais pas si cela est porté à son crédit, mais on ne saurait lui faire grief de dire à peu près la même chose que à peu près tous les observateurs. Mais est-ce qu'il fallait aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'il fallait aller jusqu'à faire tomber ce régime iranien ? Est-ce que ça, c'est une erreur de ne pas être allé au bout de ce conflit avec l'Iran ? On ne fait pas tomber les régimes comme ça. Les régimes, ils tombent en général parce que les gens qui sont assujettis à des dictatures n'en peuvent plus et finissent par se révolter, ou bien parce que les dictateurs eux-mêmes ont perdu le moral. Donc ça ne peut pas venir des États-Unis ou d'Israël, ça doit venir de l'Iran ? En général, lorsque vous bombardiez quelqu'un, cette personne a tendance quand même à se retourner contre celui qui bombarde. C'est une réaction que l'on constate dans la plupart des guerres, et la guerre d'Iran ne fait pas exception. Est-ce qu'avec le peu de recul qu'on a, l'attaque des États-Unis, l'attaque de Donald Trump et d'Israël, ça affaiblit l'Iran ou pas ? Pour autant que l'on sache, au fur et à mesure que les langues se délient, et il semblerait que l'Iran dispose toujours de la quantité très substantielle d'uranium fortement enrichi dont il disposait avant les bombardements. Il y en a quand même pour 409 kilos d'uranium enrichi à 60%. C'est pas du tout négligeable. Et la transformation de cette quantité d'uranium enrichi en un engin de guerre ou des engins de guerre est quelque chose de relativement simple qui n'exige pas des installations comme celles qui ont pu être bombardées de façon efficace à Natanz ou Fordo. Mais elles ont été bombardées alors que le mal était déjà largement fait. Quelle était la stratégie de Donald Trump, puisque c'est l'objet de votre livre, notamment avec ce cessez-le-feu ? C'était en même temps de montrer que, certes, d'un côté, il ne se dégonflait pas, mais d'un autre, il tenait sa promesse de ne pas faire entrer les États-Unis en guerre ? Vous venez de décrire la version trumpienne du « en même temps ». En même temps, je bombarde pour montrer que je ne suis pas
comme on dit maintenant dans le jargon américain, un taco. Un taco, c'est Trump always chickens out. Trump, au pied du mur, se déballonne toujours. Et de l'autre côté, un Trump qui a été élu sur un agenda anti-guerre et qui lui-même, il faut bien lui reconnaître cette qualité, il a toujours été contre l'intrication des États-Unis dans des conflits interminables, ce qu'on appelle en américain les Forever Wars. C'était peut-être le seul point qu'il avait en commun avec Biden. On va parler justement de Donald Trump et d'Israël. Il a rencontré Benjamin Netanyahou, c'était en début de semaine, à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il peut y avoir un cessez-le-feu à Gaza dans les prochains jours? Peut-être. Moi, je n'en sais rien. Il faut demander au Hamas. Moi, je n'ai pas la ligne directe. Je suis désolé. Ça veut dire que ça dépend du Hamas? Alors, la condition de Benjamin Netanyahou, c'est le désarmement du Hamas. C'est quand même les otages, ils sont détenus par le Hamas, il me semble. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que c'est le Hamas qui a en main les otages. Et si l'affaire des otages n'est pas réglée, il n'y a pas... Benjamin Netanyahou est prêt à cet accord. On verra. Et moi, tout ce que je sais, c'est que pour faire un accord, il faut être plusieurs. Et que pour l'instant, les astres ne sont pas... Ils ne sont pas alignés encore? Ils ne sont pas alignés ou pas encore alignés. J'espère qu'il y aura une bonne nouvelle, mais encore une fois, ça dépend des variables. En plus, en Europe, on est très très mal placé pour exercer une influence quelconque sur l'un quelconque des protagonistes. Est-ce que le seul qui peut obtenir ce cessez-le-feu, c'est Donald Trump? C'est le Hamas, c'est Netanyahou et c'est Trump. Benjamin Netanyahou, qui avait juré de détruire le Hamas, c'était son objectif lorsqu'il est entré en guerre après le 7 octobre. Est-ce que, selon vous, il y est parvenu? Pour l'instant, non. De toute évidence, les otages sont toujours détenus. Pour être détenus, il faut qu'ils soient sous le contrôle de gens qui sont présents sur le terrain. Il a quand même affaibli, fortement? Ah, fortement, oui. Ça, je crois que chacun aura vu les images de ce qui reste de Gaza. Il est évident que les ruines que l'on contemple ne sont pas un signe de force de la part de ceux qui ont subi les bombardements. Lors de cette rencontre, Benjamin Netanyahou, il a proposé la candidature de Donald Trump comme prix Nobel de la paix. Est-ce qu'il est un artisan de la paix, Donald Trump? Je veux dire, Netanyahou proposant quelqu'un pour le prix Nobel de la paix, ça donne quand même l'impression du baiser de la mort. Si on veut absolument assurer que Trump n'aura jamais le prix Nobel de la paix, il suffit de demander... C'est quoi la stratégie de Benjamin Netanyahou avec cette proposition? Faire plaisir à Trump. Trump est un personnage très accessible à la flatterie et encore mieux à la flagornerie. Le spectacle des Européens à La Haye avec le secrétaire général de l'OTAN qui l'appelait papa, daddy, ça ne s'invente pas. Et l'analyse, c'était il faut flatter Trump pour éviter des problèmes. Alors, j'ajoute tout de suite que si Trump est accessible à la flatterie, il a également en horreur d'être pris, j'allais employer un mot plus trivial, d'être pris pour un imbécile. Et je ne suis pas sûr que le fait de le flatter à outrance aura servi le flatteur, qu'il s'agisse de M. Rutte à l'OTAN ou qu'il s'agisse de M. Netanyahou. Mais est-ce que Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, il se retrouve aussi face aux interrogations de sa population? Il y a des centaines de soldats israéliens qui ont été tués, il y a des otages qui ne reviennent toujours pas. Est-ce qu'il va devoir poser et répondre à la question du but de guerre désormais? D'abord, il doit répondre à la question du but de guerre. Il n'y a pas de but de guerre discernable pour le moment. C'est une situation parfaitement atroce. Mais la population israélienne, il ne faut pas l'oublier qu'en Israël, c'est le 7 octobre tous les jours. Et l'agression du 7 octobre est perçue comme étant continue dans le temps. Et c'est le Hamas qui détient les otages. Ce n'est pas M. Trump, ce n'est pas M. Netanyahou. Et en surplomb, vous avez bien entendu l'affaire iranienne, qui est vécue par tout un chacun et pas simplement par Netanyahou comme une affaire existentielle. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas simplement le problème de Gaza, c'est le problème de savoir si les Israéliens ne vont pas se sentir obligés de reprendre leur bombardement vu l'apparente inefficacité
des bombardements américains contre l'Iran. Emmanuel Macron, hier, il a appelé à une reconnaissance commune de l'État de Palestine par la France et le Royaume-Uni. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout dans ces conditions, dans les conditions actuelles ? Oui, je crois qu'il a basiquement raison dès lors que la reconnaissance marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'Israël soit reconnu aussi par les États du monde arabe. Si on veut soutenir... Et ça peut entraîner la reconnaissance de la Palestine par la France, ça peut entraîner une reconnaissance d'Israël par les États du monde arabe ? C'est la stratégie d'Emmanuel Macron ? Dans les affirmations de M. Macron, ça figure en bonne place. Hein. Je ne crois pas révéler un secret d'État en disant que cette interaction positive, le jeu des reconnaissances croisées, est au cœur du projet. Et c'est très bien. C'est... réformer, renforcer l'autorité palestinienne d'un côté et faire en sorte que les différents protagonistes de part et d'autre se reconnaissent mutuellement. C'est difficile d'arriver à des accords quand on ne se reconnaît pas. On va parler d'un autre conflit, c'est le conflit en Ukraine. Il y a un sommet en ce moment sur la reconstruction de l'Ukraine. Est-ce que dans ce conflit, un cessez-le-feu dans les prochaines semaines est une chimère ? Il n'y a du côté russe aucun signe que le cessez-le-feu est considéré comme souhaitable et possible. Ça n'a pas bougé, au niveau des déclarations officielles comme des actes, ça n'a pas bougé d'un poil depuis que cette idée a été mise sur la table au début de l'année par M. Trump. Idée acceptée et souhaitée par ailleurs par M. Zelensky. Et la clé ici se trouve effectivement à Moscou et pour l'instant quelqu'un semble avoir perdu la clé du champ de tir, si je puis dire. Ouais, alors hier on a entendu là encore Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, dire que la coalition des volontaires était prête. Ça peut mettre la pression sur Poutine ou pas du tout ? Pas du tout. Je crois que c'est vraiment pas ça qui l'anime. L'idée même qu'il puisse y avoir des forces de pays qui sont favorables au maintien de l'intégrité et de la souveraineté de l'Ukraine puisse être présente dans le cas d'un cessez-le-feu, Poutine trouve cela parfaitement répugnant. Donc c'est pas un argument positif pour amener M. Poutine à accepter un cessez-le-feu. Il veut un cessez-le-feu dans la mesure où il en veut un, à ces conditions, c'est-à-dire la démilitarisation de l'Ukraine, le changement de son régime politique, sa neutralisation, l'abandon du 5e de son territoire, et ainsi de suite. C'est ça les conditions de M. Poutine, c'est pas la présence d'une force de pays amis de l'Ukraine. Comment ils ont évolué les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine ? Ça, c'est une question vraiment difficile parce que ça dépend si on parle des jours pairs ou des jours impairs. Il y a 2 jours, c'était « je suis très fâché contre Vladimir Poutine qui raconte du bullshit », pour pas utiliser le terme très choisi, très trumpien. Et le lendemain, c'était... Ah bah oui, les sanctions, vous croyez, il faut peut-être voir... Attendons le prochain épisode. Trump n'a aucune sympathie naturelle pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens, pour Zelensky. Il l'a montré depuis de longues années. Et à l'inverse, il a plutôt de l'appétence pour l'homme fort. Il aime les hommes forts, M. Trump. Qu'est Vladimir Poutine. Et s'il y a un deal à faire entre la puissante Amérique et quelqu'un en Europe de l'Est, c'est plutôt avec la Russie qu'avec l'Ukraine que cela se passerait. Dans votre livre, vous faites un lien entre ce qui s'est passé avec le départ des troupes américaines d'Afghanistan, c'était en 2021, avec une débâcle américaine, les talibans qui humilient les États-Unis, et l'invasion russe en Ukraine. Il y a un lien entre les deux ? Il y a un lien. La question est de savoir si c'est un lien simple. Ce que j'appelle le lien simple, c'est Poutine, comme chacun, constate que les Américains partent dans une débandade
absolument monstrueuse de Kaboul. Vous vous souvenez des images de cette absolue catastrophe militaire et humanitaire. Après 20 ans de présence sur place. Après 20 ans de présence occidentale en Afghanistan. Aussi le lien est double parce qu'en Russie, certains commentateurs dans les affaires stratégiques ont aussi remarqué que ça pouvait être pris paradoxalement pour un signe de la détermination de Biden en faisant une croix sur les conflits du Grand Moyen-Orient, dont celui de l'Afghanistan. L'Amérique allait pouvoir se centrer davantage sur la Chine et donc ne pas s'intéresser trop aux affaires européennes ou moyen-orientales, y compris les affaires de l'Ukraine. Et que ceci aurait pu aussi peser sur l'appréciation erronée, en l'occurrence, de Poutine, qui était, au fond, les Américains, ils ne bougeront pas si on essaye d'envahir l'Ukraine. Ça, c'est évidemment une erreur. Les Occidentaux ont réagi quand Poutine a tenté d'envahir l'Ukraine. Vous dites autre chose dans votre livre, le temps est venu où l'Ukraine ne pourra plus compter sur les États-Unis. Il faut que Zelensky se prépare à être lâché par Trump. Oui, bien sûr. Tous les 3 jours, on annonce de nouvelles réductions dans les livraisons américaines. Alors le lendemain, ça en change d'avis. Mais il est clair pour les Ukrainiens qu'il n'y a aucune assurance de continuité dans le soutien américain. Les Américains donnent un peu moins que les Européens en matière d'aide à l'Ukraine, déjà. Mais les Européens, s'ils veulent éviter la déconfiture militaire de l'Ukraine, doivent se préparer à remplacer les Américains. Ils peuvent le faire, ils sont en capacité de compenser l'aide américaine ? Alors, au plan financier, oui, parce qu'on parle là d'une trentaine de milliards d'euros par an, ce qui est, somme toute, relativement peu de choses à l'échelle de l'Union. On parle là à l'échelle de l'Europe, il ne s'agit pas de la France ou du Royaume-Uni en tant que tel. Par contre, au niveau des armes qu'on pourrait acheter avec cet argent, ce sera plus compliqué puisque certaines armes ne sont produites que par les Américains. Encore faut-il que les Américains soient prêts à les vendre. Hier, à l'issue de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, la France et le Royaume-Uni ont parlé de coordonner leurs forces nucléaires. On est dans un tournant, là ? Oui, on est dans un tournant. Bon, c'est pas la première fois que les Britanniques et les Français ont fait des déclarations sur la coordination ou la coopération dans le domaine nucléaire. Il y a une déclaration importante qui a été faite dès 1995, donc il y a 30 ans, sur ce sujet. La nouveauté, c'est que pour la première fois, les deux pays notent que s'il y avait un vrai coup de chien en Europe de l'Est contre nos alliés, un agresseur, un adversaire pourrait se trouver face aux deux pays nucléaires, la France et le Royaume-Uni, ensemble. Et ça, c'est la première fois qu'on affirme cette possibilité et que l'on décrit la façon dont on pourrait y faire face. Ça, c'est un vrai tournant. Sur la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne peut parvenir à maîtriser Trump sur la scène internationale ? Non. Personne ne maîtrise Trump sur la scène internationale. Ses plus proches collaborateurs ne le maîtrisent pas sur la scène internationale. C'est quoi, c'est l'imprévisibilité qui décrit la diplomatie Trump ? Non. C'est une erreur de lecture assez fréquente en Europe, il faut bien le dire, où on considère que Trump est une espèce de personnage fantasque sans aucune continuité. Alors, il est vrai qu'au jour le jour, au plan tactique, et il est capable de changer de sujet comme de chemise. Je parlais des jours pairs et des jours impairs il y a quelques instants. Mais dans la durée, Trump est constant dans ses appétits, ou le contraire, ses refus d'appétit. Ça fait 40 ans qu'on dispose d'écrits de Trump disant tout le mal qu'il pense de l'Europe, tout le mal qu'il pense de l'Alliance Atlantique, tout le mal qu'il pense de l'Union européenne qui a été inventée, dit-il, je parle en traduisant ces mots en un français pas tout à fait châtié, fait pour entuber l'Amérique. Il a
Il est favorable aux droits de douane comme instrument de coercition commerciale depuis très longtemps. Donc il faut prendre... Ça va marcher, juste les droits de douane, ou on peut espérer un accord cet été ? On aura probablement un accord, mais ce sera un accord qui ne sera pas basé sur la liberté du commerce, qui a quand même fait la prospérité du monde depuis 70 ans. On a changé, Trump a déjà changé le système. On va dire, seulement 10% de droits de douane, c'est merveilleux, on a un accord. Mais, et c'est peut-être ce qui se passera. Mais on est revenu à Colbert. On est quand même revenu au XVIIe siècle avec cette affaire. Trump a changé d'ores et déjà la règle du jeu. Et comme par ailleurs, cette règle du jeu n'a aucune stabilité et n'en aura pas, ne serait-ce qu'à cause de ses implications sur le système monétaire international qui, lui, est en train de vaciller, on est parti pour... une planète très très différente. Je ne sais pas comment qualifier. Certains analystes disent on va vers un grand désordre international. C'est probablement exact. On va vers un désordre monétaire, un désordre commercial, un désordre au niveau des relations entre États. Quand vous avez le président des États-Unis qui impose des droits de douane au Brésil, non pas pour des raisons commerciales, à la limite ça peut s'entendre, mais il dit je vous impose ces droits de douane parce que vous voulez passer en jugement un responsable politique brésilien qui est poursuivi pour avoir tenté de faire un coup d'État, M. Bolsonaro. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Les États-Unis vont dicter le fonctionnement du système judiciaire d'une grande démocratie comme le Brésil. Et si le Brésil ne veut pas le faire, vous allez lui imposer des droits de douane. Mais c'est une anarchie mondiale absolue. Il y a des gens qui trouvent ça apparemment très bien, mais j'avoue que c'est totalement consternant. Qu'est-ce qu'on dirait si M. Trump imposait un embargo sur les ventes de foie gras français aux États-Unis parce qu'on aurait la prétention de cadrer les dépenses électorales en France ? Un dernier mot, puisque votre livre, on le disait, il s'appelle le suicide de l'Amérique. Alors vous le dites, tous les empires sont mortels, mais là vous parlez de mort par suicide actif. Expliquez-nous. C'est le fait de se faire mal à soi-même de façon tout à fait délibérée. Et c'est ce que font les États-Unis. Ils se coupent de leurs alliés. Ils soutiennent ceux qui n'ont aucune considération pour la démocratie. Et ils sapent les bases de la puissance de leur monnaie, qui est un atout évidemment extraordinaire de puissance pour les États-Unis. C'est une forme de suicide. Alors il est parfois assisté dans le sens où évidemment la Chine ou la Russie, d'autres pays peuvent vouloir eux aussi mettre la main sur la seringue et pousser, aider les Américains à accélérer le processus de leur propre déconfiture. Mais ce suicide, il est essentiellement le fait des États-Unis eux-mêmes, de l'Amérique elle-même. Trump en est une manifestation et un agent, mais ce n'est pas seulement Trump. C'est un processus qui a commencé avant Trump et qui va très vraisemblablement se poursuivre après Trump. Et c'est à lire dans votre livre « Le suicide de l'Amérique », c'est aux éditions Odile Jacob. Merci pour votre analyse. Merci à vous. François Hesbourg, merci beaucoup Merci. D'avoir été notre invité. On passe tout de suite au Club des Territoires.